Le quatrième lieu, un balado réalisé par l'équipe du Square de la Grande Bibliothèque, où l'on discute avec des artistes numériques d'ici de leur parcours professionnel et où ils vous donneront des conseils pour vous inspirer, vous, les artistes de demain. Bonjour tout le monde et bienvenue au quatrième lieu, le podcast du Square. Mon nom est Jules-Antoine Demers et je suis technicien en nouvelles technologies. Je m'intéresse tout particulièrement à la bibliothéconomie et à l'inclusion sociale. Quatrième lieu pour moi, c'est une façon de rejoindre les jeunes et de leur présenter une variété d'invités inspirants. Pour un deuxième épisode spécial dans le cadre du concours Booktube Livre-toi, dont elle est porte-parole cette année, on reçoit une invitée extraordinaire et j'ai l'honneur de vous présenter Elkana Talbi, alias Queenka. Queenka est une artiste engagée qui œuvre comme slammeuse, poétesse, autrice, comédienne et chanteuse. Elle vient nous parler de la place des mots dans sa pratique, de son amour de la lecture, des causes qui lui tiennent à cœur et de son parcours. Bon épisode! Donc bonjour et bienvenue à quatrième lieu. Mon nom est Jules et j'ai le grand bonheur d'animer avec Marie-Ève Plamondon, bibliothécaire à art et littérature à BANQ. Bonjour Marie-Ève. Allô, je suis super contente d'être là. Je veux aussi dire un gros merci à notre invité, Elkana Talbi, alias Queenka, qui va venir nous parler aujourd'hui de Booktube. Est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs? Bien sûr. Alors, je m'appelle Elkana Talbi et comme tu l'as mentionné, j'ai aussi un nom de scène, Queenka. C'est un nom de scène quand je fais de la performance poétique, ce qu'on appelle aussi du slam dans le langage commun. Et puis, je suis aussi autrice. J'ai publié un recueil de poésie qui est ici, à la Bibliothèque nationale du Québec. Je suis très heureuse. J'ai mon livre dans les antres de tous les livres. Voilà, c'est une fierté. Et donc, oui, j'écris, je fais de la performance poétique, je suis aussi comédienne. Donc, voilà, il y a une grande amatrice de lecture. On va le découvrir ensemble de toute façon. Et très heureuse d'être avec vous. Merveilleux. Puis Queenka, ça vient d'où le nom? Est-ce que c'est ton alter ego? Ou c'est... Alors, oui, il faut savoir que Elkana Talbi, ça veut dire... Elkana, c'est le nom d'une reine berbère. Alors, en arabe, c'est El Kahina. Et donc... alors, je pense que vous pouvez voir d'où ça s'en vient. La reine berbère El Kahina, Elkana, Queenka. Donc, c'était une manière d'utiliser mes origines et aussi dans le monde du slam, parce que le slam fait partie de la culture du hip-hop. Et dans le monde du hip-hop, on a souvent ce qu'on appelle des surnoms. Donc, les MC de rap, en général, c'est pas leur vrai nom. Alors, c'était une manière pour moi de me créer un persona. Et aussi de faire la différence entre la comédienne et l'artiste de performance poétique, pour pas qu'on pense que je faisais juste de la poésie et puis de théâtre. Donc voilà, et c'est resté. Cool. Ouais, ça revient un peu avec ce qu'on disait avec Webster. Ah, oui, exactement. Il disait la même chose, c'était voilà. lié à la culture hip-hop. Puis, c'est ça, tout à fait. Donc, on te rencontre aujourd'hui dans le cadre du concours Booktube Livre-toi, organisé par l'ANEL, l'Association nationale des éditeurs du livre. Est-ce que tu peux nous parler un peu du concours et nous expliquer c'est quoi un Booktube? Alors, moi-même, j'ai découvert c'était quoi un Booktube. Alors, c'est une manière de présenter les livres, mais via YouTube. Alors, on utilise la technologie de YouTube pour parler du livre. Et le concours s'adresse aux 12 à 17 ans, où on leur demande de faire un Booktube, donc une vidéo où ils expliquent leur livre préféré, que ce soit un livre québécois ou franco-canadien. Et ce concours-là va leur permettre de gagner plusieurs prix qui sont disponibles, mais aussi la possibilité d'avoir un artiste qui va se présenter, un écrivain ou une écrivaine dans leur classe pour faire un atelier d'écriture. Alors, c'est une manière de motiver les jeunes à partager leur amour du livre franco-canadien, québécois, à travers le principe du vidéo, donc du YouTube, donc Booktube, de là. Mais je connaissais pas ça, moi, tu sais, je suis une petite génération avant ça. Donc, pourquoi es-tu devenue porte-parole? Qu'est-ce qui t'a attiré dans ce concours-là? Alors, je sais que moi, je travaille beaucoup avec les jeunes, donc je sais à quel point c'est important quand on veut entrer en contact avec les jeunes, d'être au courant de ce qu'ils utilisent, eux, et la façon dont ils consomment la lecture. Alors, pour moi, c'était important d'en faire partie, vu que ça s'adressait justement aux 12 à 17 ans. Et donc, de les voir utiliser le vidéo, ce qui, eux, est un médium à lequel ils sont plus à l'aise, avec les YouTube channels, et Instagram et tout ça. Et puis, c'était une manière pour moi de sentir comme ce que je suis, ce que je représente, l'écriture, la poésie, la performance, j'étais alignée avec ce que les jeunes font aujourd'hui. Alors, en espérant que ça les motive aussi de savoir que,
il n'y a pas juste les performances sur scène qui m'intéressent, mais aussi la transmission via les vidéos. Alors, pour moi, quand on me l'a demandé, ça allait de soi. En plus, on m'a dit que j'allais être co-porte-parole avec Webster, que j'aime beaucoup. Alors, j'étais comme, oui, je le veux. Est-ce que vous connaissiez déjà avant? Est-ce que vous aviez déjà travaillé ensemble avant de faire BookTube? Alors, on n'a jamais travaillé ensemble directement, mais on se connaît. On se connaît du milieu et tout ça. Je suis une grande admiratrice de son travail. Vraiment, que ce soit sur scène ou même en atelier ou même comme historien. Donc, j'étais très contente de pouvoir partager ce rôle-là avec lui. Ah, j'avoue, c'est vraiment intéressant de penser au côté prestation qu'il y a dans un BookTube, mais qui est lié aussi au livre et à la lecture, auquel on ne pense pas nécessairement. Souvent, prestation, c'est plus avec cinéma, c'est plus avec théâtre, par exemple. Donc, c'est vraiment intéressant. Oui, parce que les jeunes se livrent se livrent, pas jeu de mots, là, se livrent le livre, mais ils se livrent aussi. On voit leur personnalité, ils nous parlent d'un livre qu'ils ont aimé, la passion. C'est une façon de transmettre leur amour de la littérature, mais via un médium qui est vraiment plus proche d'eux. Puis pour moi, c'est important d'être présente sur ces médiums-là, je le suis, mais d'encourager aussi les jeunes à le faire puis à présenter leur travail. Puis on n'a pas vu ceux de cette année encore, là. Ça s'en vient bientôt. C'est ça, oui. Mais ceux de l'année passée, il y en a qui ont été vraiment créatifs. Oui. Ils ont réussi à vraiment utiliser la vidéo. Scènes, C'est incroyable là, ce qu'ils savent et peuvent faire. Oui. C'est admiratif. Très admirative de leur créativité. Mais justement, ce qui est au centre de ce concours-là, c'est le livre, c'est la lecture, c'est le partage. Donc, parlons-en du livre, de la lecture. Qu'est-ce que ça représente pour toi, la lecture? Pourquoi lis-tu? Ah, c'est une bonne question, ça, quand même. Hein? Pourquoi lis-je? Pour moi, c'est tout d'abord une porte qui s'ouvre sur l'imaginaire, sur les histoires. C'est comme la manière de se faire raconter les histoires, mais sans personne physiquement devant toi. Et donc, ça a été une découverte quand même assez jeune. Là. Je crois que j'ai commencé à lire, en tout cas, de ce que je me souviens là, dès la jeune enfance, là, l'école, au primaire, c'était les Annie Croche, là, la série Annie Croche, tu sais. On dirait que c'est ça, mon souvenir le plus vif du plaisir de lire. Je lisais des archis aussi, là, des affaires. Mais tu sais, le livre que les rebords sont défaites puis que tu as hâte d'être seul pour pouvoir lire. Donc, le plaisir de se faire raconter des histoires, d'embarquer dans un monde qui n'est pas le tien. Et aussi, moi, j'ai toujours un peu eu le syndrome de la première de classe à l'école. Puis je trouve ça vraiment génial que quelque chose qui m'était imposé par l'école et dont laquelle je devais être bonne était aussi le fun. Tu sais, j'étais comme... Je pouvais lire des Annie Croche, puis je me disais, mon Dieu, je rate ces histoires de, tu sais, c'est tous les défis qu'elle lançait, c'est ce qui se passait dans sa vie. Bien là, je lisais ça, mais en même temps, c'était bon pour moi à l'école de lire. Fait que j'étais comme, là, après ça, tu découvres. C'est un win-win. Puis après, tu découvres tous les autres auteurs, autrices, les histoires, puis tu fais, je lis ça, puis c'est correct, puis je peux lire ça, puis c'est correct aussi, puis c'est bon pour moi. Fait que ça a été vraiment fait que je crois que c'était ça au départ. Maintenant, pour moi, ça fait partie de mes habitudes de vie. Lire, c'est surtout le soir avant de me coucher. Je pense que c'est le rituel. Ça m'est arrivé des étapes dans ma vie où j'ai moins lu, des périodes dans ma vie où je lisais moins. Mais la lecture du soir, ça, trouver le bon livre pour pouvoir lire avant d'aller se coucher, moi, je pense que c'est comme aller se laver les dents. C'est le fun. À un moment donné, tu pognes la twist, puis c'est... Ça fait partie de ta routine. Ça fait partie de ma routine, oui, vraiment, vraiment. Là, de ce qu'on comprend, tu étais une grande lectrice... dès l'adolescence? Bien, grande, peut-être. Mais oui, quand même, mais on dirait que j'ai souvent la tendance à dire que c'est pas autant que j'aurais peut-être voulu ou cru l'être, tu sais, quand j'ai rencontré des vrais lecteurs après, tu sais, je sais comment, parce que je faisais des activités parascolaires beaucoup, je suis une fille qui consommait beaucoup de télé et qui en consomme encore, donc le soir, j'aimais ça écouter la télé, puis... Mais c'est correct aussi. C'est ça, oui, me parler avec mes amis, mais j'étais moins la petite, tu sais, seule à lire constamment, mais ça a fait partie de ma vie quand même très tôt et assez présent. Mais il y a des moments où je me souviens me dire « Oh, ça fait un mois que j'ai pas lu, ou un mois et demi ou 2 mois même. » Tu sais, il y a eu des périodes comme ça. Mais j'ai fait un bac en littérature, un DEC en littérature. Donc, quand je suis rentrée en littérature au Cégep Pontic, là, la barre de lecture a monté aussi parce que je me retrouvais à lire des livres plus fréquemment. Donc, je crois que ça a amélioré la lectrice que je suis devenue aujourd'hui. Ouais. Puis comment ça a commencé, ça? Qu'est-ce qui t'a donné le goût
de lire? Qu'est-ce qui m'a donné le goût de lire? L'évasion. Ouais, le fait que en allant vers un livre, que ce soit les Archis, où là, je me retrouvais à vivre la vie de Betty et Véronica et Archie et Jughead, puis là, tu sais, ouais, l'évasion, le fait qu'en prenant un livre, peu importe où j'étais dans l'espace, peu importe où je suis physiquement, du moment où j'ouvre un livre, j'étais ailleurs. Puis ça me coûtait pas grand-chose, vu que je prenais mon livre à la bibliothèque en plus. Fait que, tu sais, pour absolument rien, je voyageais. Ouais. Une belle façon de le voir. Ouais, je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça qui m'a donné le goût. Puis j'ai fait, c'est le fun. J'ouvre un livre, je voyage. Fait que... On se demande quelle place occupait la bibliothèque dans ta vie quand tu étais jeune? Ben, elle était, comme je prenais comme j'allais à la bibliothèque de l'arrondissement, elle avait beaucoup de place dans ma vie. Et puis, j'avais mentionné plutôt avant l'entrevue que ma mère m'amenait à la section jeunesse de la librairie, de la bibliothèque. Puis après ça, elle venait me rechercher 2h30 plus tard. Là, je viens de comprendre en tant qu'adulte que ça lui permettait de faire ses courses puis d'avoir son temps à elle. Ouais. Mais moi, c'était fascinant. C'était ma sortie. Tu sais, j'étais sans mes parents dans l'antre de la lecture. Puis là, je pouvais vraiment juste comme prendre n'importe quel livre, le lire ou pas, au complet. Pas le re-ranger parce que la bibliothécaire était assez claire là-dessus qu'on le rangeait pas nous-mêmes, mais d'aller le mettre sur le rack, puis d'aller en tirer un autre et vice-versa. Puis là, tu sais, c'était le fun, là, les revues, jeunesse, là, les filles d'aujourd'hui, puis tout ça que ma mère, elle voulait pas m'acheter, mais j'ai passé tout, là, tu sais. Fait que oui, ça occupait vraiment une grande place. Ouais, tout au long de ma jeunesse et de mon adolescence, beaucoup aussi, parce que là, j'allais étudier à la bibliothèque. Puis moi, je fais partie de la génération des petites... les fiches, là. Les fiches. Ah oui, c'était les fiches. Fait que oui, beaucoup. Pour les gens qui nous écoutent, les fiches, alors c'était une façon de classer les livres et de retrouver les livres dans le temps qu'Internet n'était pas vraiment dans les bibliothèques puis qu'il n'y avait pas vraiment d'ordinateur non plus. Donc on espérait qu'il n'y ait personne qui soit en train de chercher un auteur de la lettre P au même moment où nous, on voulait, parce que ça veut dire que la personne était devant le tiroir fiche. Puis là, il fallait qu'on attende que cette personne-là finisse sa recherche pour aller faire la nôtre. Ouais. Wow! Donc, là, j'étudiais là-bas, puis je lisais aussi. Tu sais, souvent, à l'école, on avait des travaux à faire, fait que c'était beaucoup plus facile d'aller à la bibliothèque puis d'avoir les livres qui pouvaient nous aider pour notre recherche là. Puis c'était aussi, ça facilitait, en tout cas, à l'époque, un travail plus sérieux, je crois, de mes devoirs, parce que là, j'avais 2 heures, j'étais à la bibliothèque, les livres de recherche étaient là, je les sortais pas, je faisais toute ma recherche là. Donc, quand je rentrais à la maison, ben mon travail était fini, tu sais, fait que c'était comme que de peut-être faire ça à la maison, puis là, tu sais, la télé, l'ami qui appelle, puis le souper, puis fait qu'il y avait quelque chose de... Un peu ce que j'ai maintenant avec les cafés, ben pré-COVID, là, d'aller écrire dans un café. Tu sais, je me déplace dans un espace, je m'assois, je m'installe, je travaille, ou quand je vais dans mon bureau, tu sais, c'est ça, c'est comme à l'extérieur de la maison. La bibliothèque, c'était ça. C'est ce qu'ils appellent le troisième lieu, là, qui disent, dans le fond, c'est comme le lieu entre... Tu as l'école ou le travail, puis tu as la maison. Mais entre ça, les lieux, puis pas juste aller au cinéma voir un film, puis partir où tu peux vivre ta vie, manger quelque chose, prendre le temps de travailler justement, ou de faire tes loisirs. Puis je pense que ça s'inscrit là-dedans un peu. Oui, vraiment. Est-ce que tu utilises encore les bibliothèques? Est-ce que tu y vas encore? Bien, c'est sûr que les cafés ont pris beaucoup plus de place dans ma vie parce que j'écris. J'ai moins besoin de la bibliothèque pour aller chercher les livres dont j'ai besoin pour écrire, parce que mon écriture se fait à partir de ce que moi j'ai à dire. Fait que j'ai moins besoin de recherche pour appuyer mon travail. Donc, le fait que je puisse, avec mon ordi, juste mes écouteurs, puis j'aime moi aussi beaucoup quand je vais dans les cafés que ça bouge, puis ça tourne autour. Fait que je suis moins souvent dans les bibliothèques. Quand j'y vais, c'est parce que je vais prendre des livres. Donc là, je vais aller. Mais j'ai découvert en plus ici dernièrement qu'il y avait un café. Oui. Donc, j'avoue que la fois où j'ai découvert qu'il y avait un café, puis c'est vraiment bon, puis leur bouffe est super bonne. Là, j'ai fait tu sais, j'ai vu le danger de moi qui viens à la bibliothèque, mais dans le fond, je chill au café, là, puis je sors un livre. Tu sais, je l'ai vu, le potentiel dangereux là, de revenir encore plus à la bibliothèque. Puis assez ironiquement, j'ai toujours envie d'aller à la bibliothèque le lundi.
Ah non, c'est comme la seule Écoute, journée qu'on est fermé. Je le sais, mais c'est sérieusement, c'est un problème. On dirait que c'est parce que la fin de semaine, j'ai peut-être été trop jovialiste. Puis là, le lundi, je me disais, faudrait que j'aille travailler plus sérieusement dans un endroit tranquille. Non. Puis je suis à la bibliothèque, puis c'est lundi. Voilà, c'est dit. Oh oui, OK. Je prône une bibliothèque 7 jours sur 7, comme le métro 24 heures sur 24. Ça fait partie des revendications Valérie Plante. Ouais. Si elle nous écoute. Si Valérie, tu nous écoutes. Le message est clair. Voilà. On plus les bibliothèques. Mais ça se fait dans d'autres endroits, là, des bibliothèques qui sont... On le voit dans les bibliothèques universitaires, en fait. Oui, c'est vrai. C'est ouvert 24 heures sur 24. Ouais. là. Les fins de session. Moi, j'aimerais ça. Là. Je suis fan pour ça. Puis étant étudiant, c'est très apprécié des fois d'avoir un endroit où à 2h du matin, tu es encore en train de faire un essai sur quelque chose. Il y a, tu sais, on parlait d'endroits tout à l'heure, les endroits, le 3e lieu. Moi, je t'avoue qu'un des lieux qui me manque, et je pense que peut-être que la bibliothèque pourrait répondre à ce lieu-là, c'est le soir écrire. Tu sais, un café, à une certaine heure, c'est plus un endroit où t'écris. Puis je l'ai fait, là, aller dans des bars très tranquilles pour essayer d'écrire, mais c'est pas évident. Mais je peux pas faire ça chez nous. Fait que, tu sais, un endroit où passer 9h30, tu sais, passer cette heure-là où tu fais... Moi, je tiendrais jusqu'à 1h du matin, mettons. Ça serait un endroit, tu sais, sécuritaire, dans lequel tu es bien, où tu te sens inspiré, disons, tu sais. Fait que, voilà. En tout cas. Puis il y a des gens qui travaillent vraiment plus le soir que Tout à le fait. jour. C'est pas tout le monde qui Non, à c'est 9h ça. le matin et C'est prêt ça. se sent créatif, Tout là, à où fait. l'inspiration vient des fois. Pour les familles, tu sais, des fois, de dire, bon, ben un des conjoints, les enfants sont couchés, un des conjoints reste à la maison, l'autre s'en va faire un petit coup de travail à l'extérieur. Tu sais, c'est... En tout cas, voilà. C'est lancé. Plus de bibliothèques. Oui. Mais tu sais, une des utilisations que les gens font beaucoup de la bibliothèque, c'est venir ici, s'installer et lire aussi. Oui. Puis là, ben, on se pose la question, tu sais, toi, est-ce qu'il y a un endroit où tu aimes lire, où tu t'installes et tu lis? Alors, j'aime beaucoup lire dans les transports en commun. Parce que j'ai pas un déficit d'attention, là, mais quand il y a trop d'action autour de moi, tu sais, je peux pas lire dans un café. Parce qu'il y a des gens qui parlent, puis là, mon oreille, elle écoute plus les conversations des gens que ma lecture. Donc, si j'ai pas des écouteurs, tout ça. Donc, la bibliothèque, c'est quand même un endroit où, les fois où je suis venue lire, je me dis, je devrais venir plus souvent parce que c'est calme. Fait que là, tu peux vraiment te laisser aller, prendre un petit banc à côté de la lumière. Donc, mes lectures, c'est vrai, à transport en commun. Sinon, café, mais tu sais, des cafés justement où c'est très tranquille ou assez grand pour que je puisse me retrouver. Je lisais à l'époque beaucoup quand j'étais à l'université au Indigo Chapter. Ah oui, oui. Je lisais beaucoup là, parce que souvent, ce qui arrivait, c'est que j'achetais le livre, puis là, je m'installais, puis je lisais, puis il y avait un café. Une petite dépendance à la caféine, hein, clairement. C'est comme Je quelque chose m'entends qui sort, parler. là. Il y a un lien, en tout cas. Ouvrez les cafés! mais oui, donc des endroits comme ça c'est, oui. Sinon, l'été, des fois, les parcs. Mais, tu sais, je suis une bibite à monde, j'aime ça observer les gens. Fait que, tu sais, il y a des endroits où on dirait que, à moins que je sois vraiment très embarquée dans le livre, je vais avoir tendance à regarder ce qui se passe autour. Puis sinon, chez moi, vraiment, le soir, chez moi, dans le lit, tu sais, ça m'est arrivé là, de me clencher. Quand je suis vraiment dans un livre, là, quand je suis prise, je pourrais lire sur le bol de toilette. Là. Tu sais, ça, c'est rendu. Là, quand un livre m'a dans le ventre, là, je lis n'importe où. Surtout que j'ai une seconde, je lis. Là, je pense que le dernier livre qui m'a fait ça, c'est La trajectoire des confettis. Ah oui. Tu sais, je veux dire, mon chum me parlait, puis j'étais comme, excuse-moi, je lis. C'est ça. Je sais que j'aime un livre quand je marche dans le métro. Ouais. Je suis encore en train de lire. Je suis dans l'escalier, tu sais, je marche. Tu sais, j'ai la vue périphérique et comme bon, il y a des Ouais. tâches. Bon, faut que j'évite les tâches, mais je suis en train de lire encore. C'est-tu pas un des plus beaux feelings? Tu sais, quand on parle de voyage, là, c'est ça. C'est comme, t'es seul au monde, mais t'es pas tout seul dans ce monde-là. Tu sais, t'es comme, là, c'est genre, tout ce qui existe autour n'existe plus. Puis t'es complètement, là, emporté par des personnages, tu vis avec eux autres. Là. Ouais, il y a des livres comme ça qui te... Moi, c'était Harry Potter, mais bon. Ça fait longtemps, hein? Ben oui. Je viens de les commencer, je viens de les... ouais. C'est pour ça que j'étais comme... Je viens de Ah ouais. rentrer dedans. T'as pas vu les films non plus, hein? Fait que c'est tout nouveau. Non, j'avais vu les films. Ah, OK, t'as vu les films. J'ai vu les films. Mais il y a une grosse différence. Fait que tout le monde ressemble aux acteurs, malheureusement. Ah oui, c'est ça. Mais Mais- ça, c'est tout le temps le problème quand tu lis un livre après avoir vu un film, là, tu sais. Ben justement, avant de t'installer
dans ton lit ou dans un café. Comment tu fais pour choisir ta prochaine lecture? Est-ce que tu as des trucs? Qu'est-ce qui te mène vers un livre? Bon, alors déjà, j'ai un gros problème. Je suis une compulsive d'achat de livres. J'en achète beaucoup plus que ce que je lis. J'ai énormément de livres. J'ai même une section. Puis, tu sais, je suis pas capable de m'en tenir, mais j'avais fait une section dans ma bibliothèque qui était les livres à lire avant d'en acheter d'autres. Et la seule manière que je réussis à tenir ma promesse, c'est que souvent, je décide que ce livre-là, je le lirai pas. Je suis comme, je l'enlève, fait que là, je peux aller m'en acheter un autre parce que j'ai une place. Wow. Ah oui. C'est vraiment problématique. Tu triches à ton propre système. Je triche à mon propre système. Je suis sûrement la personne qui a commencé le plus de livres qui ne les a pas finis. J'assume cette règle-là. Je crois que ça un fait livre partie, t'accroche pas, c'est les commandements. Oui, ça fait partie du droit des lecteurs. Voilà. Et ça, moi, je l'ai pris, ce droit-là. Mais en même temps, parce que j'en achète beaucoup, souvent, c'est ça. Tu sais, je l'achète, je le commence, puis il m'a pas accroché. Puis là, je suis comme, il reste là. Il reste dans la section que je devrais... Il y a la section, tu devrais les finir. Puis il y a la section, il faudrait que tu les lises avant d'en acheter d'autres. Mais tu vois, là, tantôt, avant de venir ici, je lisais, je pense que c'était dans la presse. Il parle d'un nouveau livre qui est sorti sur le rap, les femmes dans le milieu du rap aux États-Unis. Là. Puis là, j'ai failli arrêter au port de tête avant d'arriver ici pour aller l'acheter. Tu sais. Puis là, j'ai acheté 2 livres la semaine passée. Tu sais. Là, j'étais là, non, Elkana, là, fini. Fait que voilà. Donc, je me rappelle plus le début de la question. On est allé tellement loin. Comment tu choisis un livre? C'est ça. Mais là, je sens que c'est pas très difficile pour toi, non, en fait. c'est ça. Les livres me choisissent. C'est beau, ça. Mais oui, je crois que, tu sais, des fois, ça va être... si je rentre dans une librairie, c'est ça qui est dangereux. Si je rentre pour un livre, je sors avec 2, c'est sûr. Fait que comment je le choisis, c'est qu'il y en a un que je fais, j'ai envie de ça, puis là, je vois l'autre, puis je suis comme, oui, c'est pareil que c'est bon. Tu sais. Puis avec la poésie, c'est quand même un genre qui est le fun à lire, que tu peux acheter quand même un roman. Tu sais, je peux lire un recueil de poésie pendant que je lis un roman ou un essai. Tu sais, tu peux lire plusieurs livres à la fois. Fait que c'est ce que ça fait. Tu sais, je pars avec c'est ça. Donc, je choisis. Je veux juste des livres. Ben, en fait, si tu en veux encore plus... Oui, Marie-Ève. Oui. Sache qu'il existe un service qui s'appelle qualire.ca. Ah non, j'ai peur de ça. En fait, ça a été mis en place par l'Association des bibliothèques du Québec et auquel BNQ participe également. Et c'est vraiment un site qui permet de trouver sa prochaine lecture selon ses intérêts. Donc, tu vas sur ce site-là, tu remplis un formulaire en répondant à des questions comme c'est quoi tes genres de livres préférés, est-ce qu'il y a une thématique sur laquelle tu aimerais lire, y a-t-il quelque chose que tu n'aimes vraiment pas dans un livre, etc. Puis après ça, il y a une équipe de bibliothécaires qui prend ça puis qui te suggère 3 livres qui correspondent à tes réponses. Wow. Vraiment axé sur Alors, tes je vais goûts. vous laisser, je vais aller tout de suite sur le site. Ça m'a fait plaisir. C'est génial, ça. Oui, fait que C'est c'est génial. vraiment de tout. Hein? Tu peux chercher des essais, des documentaires, de la poésie, des romans. Donc vraiment, là, si tu as des intérêts puis tu sais pas trop où partir, où t'en aller pour découvrir des choses, qualire.ca. Parfait, ça, je note ça à l'instant. Justement, à ce propos, Oui. on est un petit peu intrigués par tes goûts de lecture. On aimerait ça en savoir un petit peu plus. On se demandait si tu accepterais de te prêter au jeu des questions en rafale sur les goûts littéraires. Oui, ça me fait plaisir. Parfait. Tu réponds comme ça vient, hein, sans réfléchir. D'accord. T'es prête? OK. Est-ce que tu es plus histoire angoissante ou émouvante? Émouvante. Katniss Everdeen ou Bilbon Saquet? Qui c'est ça? C'est des libraires au port de tête? Non, je fais des blagues, mais qui sont ces gens? Il y en a une qui, je crois, est quelqu'un de plus... Kristen? Oui, Kristen? alors Katniss Everdeen est l'héroïne de la série Hunger Games. Ah, c'est Jennifer... Jennifer Lawrence. Lawrence, voilà. Qui le fait dans les films. Voilà. Et Bilbon Saquet est le personnage principal de Hobbit. Ah, ben oui, c'est Bilbo. Ah, c'est pas Bilbo? En anglais, en français, c'est Bilbon. Ah, mon Dieu, tu vois à quel point je m'y connais. Non, je vous apprends quelque chose. Bilbo. Non, tu vois, non, c'est pas... c'est Ni pas l'un mes- ni l'autre. C'est pas mes lectures. Non. j'ai pas C'est parfait, grandi ça. dans C'est parfait, ça. non, j'ai jamais embarqué dans Ok. ces romans-là. Est-ce que tu es plus cours d'école ou vaisseau spatial? Cours d'école.
Je Action? suis pas capable de faire la différence entre Star Wars et Star Trek, mais c'est pas vrai. Là, je suis capable maintenant, mais ça a été long. Action ou réflexion? Ah, ça, tu vois, c'est difficile. Je dirais réflexion. Parce que action, je le vois comme de l'action, là, comme ça, là, des batailles, là, mais ça, ouais. Humour ou poésie? Ben là, je dirais de la poésie humoristique ou de l'humour poétique. Oh! Non, mais poésie, Brouillon mais, de tu sais, humour aussi, mais poésie, c'est sûr. Élu qui sauve le monde ou ado qui survit à son secondaire? Ado qui survit à ce secondaire parce que c'est un héros. Ah oui, tellement. Rythme de lecture lent ou rapide? Ça dépend du livre. Si ça n'a pas embarqué, mais que je veux vraiment me rendre, c'est lent. Puis si j'embarque, ça va aller rapide. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'aimes vraiment pas dans un livre? Non, ben, tu sais, j'aime pas quand finalement je suis pas accrochée puis que j'ai pas envie de continuer à lire. Je pense que, mais tu sais, je pense pas que ça soit la faute de l'auteur ou de l'autrice. Y a-tu quelque chose qui te fait que tu n'accroches pas? Oui, peut-être. Ben, tu sais, déjà en allant vers mes intérêts, en général, je suis pas déçue, là, parce que je te dirais que... Ah oui, je vais te dire ce qui me déçoit, parce que c'est arrivé 2 fois. Quand c'est des tomes, quand tu t'embarques dans un monde, puis tu tripes, puis quand le dernier tome est pas bon, moins bon, puis tu fais ça finit pas comme j'aurais voulu, tu sais. Je pense que ça, c'est propre au film aussi, aux séries télé, là, mais cette espèce de sentiment que l'histoire, à un moment donné, ça m'attriste. Mais il n'y a pas quelque chose que j'aime pas lire, parce que sinon, je n'irais pas vers ça, tu sais. Puis je suis quand même assez curieuse, fait que peut-être que si quelqu'un me met un livre entre les mains qui répond pas à mes priorités de lecture, je vais me faire surprendre d'aimer ça, mais ouais. Les grandes affaires de bébites, là, puis compliquées, là, puis que là, il y a 56 000 personnages, là, puis faut que je tourne des pages pour savoir c'est qui, puis les noms, là. La science-fiction ou les grandes sagas de fantasy, par exemple. C'est juste... C'est pas ta tasse de thé. Ben, tu sais, lire avec un carnet à côté pour noter des affaires, là, ça m'intéresse moins. Tu sais, j'ai pas assez de passion pour ça, pour que ça devienne... Ouais, voilà. Ben, intéressant. Écoute, avec tes réponses, on va peut-être cerner encore plus un peu tes goûts, mais t'hésites vraiment pas à me corriger. Vas-y. Donc, t'es attiré par les histoires émouvantes, peut-être plus des histoires d'amour ou centrées sur l'évolution émotionnelle des personnages, ou même l'histoire peut être triste, des histoires tragiques, ça t'intéresserait peut-être? Oui, tout à fait. J'ai un genre en particulier que j'aime beaucoup. Ah oui? Oui. Alors, je suis très, très, très fan des romans historiques. Parce que ça répond à 2 besoins. On va revenir à la première de classe. C'est que on me raconte une histoire, puis en même temps, j'apprends des choses. Fait que j'adore ça. Donc, c'est drôle parce qu'il y en a plein. Il y a des classiques que j'ai pas lus encore, comme Les Rois... Les Rois maudits. Les Rois maudits, je l'ai pas... Tu sais, j'ai pas embarqué encore. C'est quand même une grosse saga, là, tu sais. Puis j'ai pas pris... Je suis pas embarquée dans le sens où j'ai pas entamé le processus de tous les lire. Mais sinon, tu sais, je pense que c'est Sarah Fairmay, qui est comme Catherine de Médicis. Ils sont une série sur Catherine de Médicis que j'ai adorée. Donc, il y en a plusieurs comme ça que j'ai lus que je fais « Ah, c'est le fun! » Je veux dire, La Rose de Umberto Eco, là. C'est pas La Rose, c'est pas ça le titre. Il y a Rose dedans, mais c'est pas ça. Ben, c'est ça, La Rose? Ça, je sais. Oui, mais c'est Umberto Eco, oui. C'est écrit, là, c'est tellement écrit. Au nom de la Rose, c'est Au ça? nom de la Rose, voilà. Merci, Marielle. Bravo. Au nom de la Rose, là, tu sais, c'est un des premiers que j'ai lu. Et je me souviens, je veux dire, tout dans ce roman te répulse. Je veux dire, c'est brun-ish, en dessin médiéval. C'est écrit, là, en point 9, là, je pense. Il n'y a pas d'espace entre les lignes, tu sais. Il y a 2 chapitres, mais vous voyez, genre, là, tu sais, le livre se fait, sérieusement, tout est pour que tu te sauves en courant. Puis, mon Dieu, j'en parle, puis je suis encore, là, happée de cette lecture. Donc ça a été mon premier coup de cœur, là, de roman historique. J'aime ça. J'aime ça parce qu'après, je cherche sur l'histoire, puis je continue à apprendre. Fait que c'est vraiment un genre que j'aime, que j'affectionne particulièrement. Ouais. Donc, roman historique, on comprend aussi que t'aimes les romans plus réalistes, tu sais, dans le monde d'aujourd'hui. Quand même, ouais. Plus que dans un autre univers, par exemple, ou dans le futur. Ou, Tout à fait, oui.
Puis, t'aimerais peut-être plus les romans introspectifs, où on a vraiment accès aux pensées du personnage, à sa réflexion, à son évolution, plutôt qu'une série d'actions bing, bang, bang, péripéties. Tout à fait. Mais je pense que les meilleurs romans, c'est quand il y a, en tout cas, ce que j'aime, c'est quand il y a les deux, où on sent que l'action avance, où il y a comme, tu sais, souvent des fois, là, ce qu'on appelle les romans chorales, là, ou tu sais, des histoires chorales où tu fais que il y a des histoires, là, tu sais, donc l'action avance, mais qu'en même temps, on est à l'intérieur. Ouais. J'arrête pas de te couper. Mais non, mais vas-y, écoute, c'est juste du bon. D'accord. Puis, poétique, donc un style d'écriture peut-être plus rêveur, réfléchi, où on joue avec les mots, où les tournures de phrases sont magnifiques. Ça, c'est quelque chose qui te parle beaucoup. Tout à fait. De là, des fois, des romans que je lis pas super bien en anglais, mais des fois, il y a ou dans d'autres langues, des fois, c'est rare, mais c'est arrivé que des traductions m'ont rebuté parce que là, je sentais que je sentais le traducteur franchouillard, mettons. Puis le roman se passe en Scandinavie. Là, c'est pas possible que la personne ait dit ça comme ça. Là. Fait que, tu sais, des fois, je fais j'aime ça la langue, j'aime ça la beauté du travail d'une langue. Fait que c'est sûr que j'accroche à ça. Puis, t'es plus attirée peut-être par des romans sur le quotidien, plutôt qu'une quête avec quelqu'un qui doit récupérer le parchemin sacré ou qui doit sauver le monde. Donc, tu sais, plus on est ancré, là, aujourd'hui, on vit des choses, puis le roman porte là-dessus. Oui. J'ai l'impression qu'on est dans une lecture de tarot. Je suis en train de déterminer. Oui, c'est vraiment, je trouve, le ton, c'est un peu... Mais le côté un peu quête et tout ça, j'irais le chercher dans l'aspect historique, peut-être. Ce que j'aime du genre de roman historique. Donc, si ça se passe au 18e, ben là, c'est sûr que c'est pas un quotidien comme on a, mais c'est le quotidien de l'époque. Fait que le côté un peu poétique et fantasque, je vais le retrouver parce que ça s'inscrit dans une époque qui n'est pas la nôtre. Mais le personnage est juste en train de vivre dans son époque. Donc, pour lui, c'est un quotidien. Oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Mais il y a aussi toute la quête de soi aussi qui peut être intéressante. Ça, je sais pas si... c'est une autre sorte de quête. On ne sauve pas le monde, non, mais on se découvre nous-mêmes. On se sauve nous-mêmes de nous. Puis finalement, j'ai compris que c'était comme... moitié-moitié, genre, pour le rythme de lecture, ça te dérange pas qu'il y ait de la description, que ça soit lent? Non. Si ça t'intéresse, si probablement que c'est tourné, les phrases, le travail de la langue, tout ça. Tout à fait. Parce que sinon, c'est vrai que ça m'arrive de faire du diago, là. Tu sais, ça m'est arrivé des fois de faire, bon, là, ça, dans l'écriture, je sens pas je sens pas que ça m'accroche. Je veux me rendre un peu à ce qui se passe, là. Mais c'est vrai que oui, c'est ça. Ça me dérange pas. Tout à fait. Puis au contraire, tu es aussi attiré par des livres où on entre tout de suite dans l'action. On est déjà... c'est parti. Ouais. Et on suit le personnage. Oui. Oh, super. Oh, wow. Est-ce que tu sens que ça résume un peu le type de lectrice que tu es? Vraiment. Puis il a raison quand tu parles de tarot. J'ai l'impression que... je suis comme, bon, wow, je viens de découvrir la lectrice que je suis. J'ai l'impression que je vais sortir d'ici avec ma carte de bibliothèque loadée parce que Marie-Ève va faire « Salut, Rita, je vais te présenter des livres! » Mais en fait, tu sais, juste réfléchir à ça. Tu sais, on prend pas toujours le temps de réfléchir pourquoi on aime un livre. Hein? Puis c'est ça, c'est... après ça, quand on réussit à mettre des mots sur qu'est-ce qu'on a aimé, c'est le rythme, c'est les tournures de phrases, c'est un personnage féminin fort, tout ça, ça nous aide à trouver nos autres lectures ou aller à découvrir autre chose qui pourrait nous plaire. Tout à fait. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant des fois de se pencher et de réfléchir à nos lectures, ce qu'on vient de faire. Ben oui. Puis de même, là, va te voir tes capacités, là. Qu'est-ce que tu proposes quoi, là, vite de même? Et ouais. C'est un livre pour moi, là? Ouais. Attends. Qu'est-ce que tu as dit? Réflexion, le quotidien, t'aimes beaucoup l'historique. Je sais pas, j'irais, mais t'en as sûrement déjà lu. Si t'aimes... Si t'as aimé la trajectoire des confettis, t'as sûrement lu Sophie Bienvenue. Oui. Autour d'elle. Oui. C'est génial. Wow. Ouais. Sinon, c'est quoi son nom? C'est-tu Annie-Claude Thériault? Je suis plus sûre. Les filles de l'allemand. Ah, je connais pas ça. Ça, j'adore ça sur Marchand de feuilles. OK. Là, c'est plate parce que je me souviens pas du nom de l'autrice. Mais... Les filles de l'allemand. Les filles de l'allemand au Marchand de feuilles. OK. C'est vraiment une histoire. Moi, ce que j'aime, c'est que c'est une saga familiale, mais en un seul tome. Oh, c'est bon.
Puis, on suit vraiment deux jumelles, deux sœurs, qui, à la mort de leur mère, sont séparées. Il y en a une qui s'en va en Europe, l'autre qui reste au Québec. Puis là, on suit l'évolution, puis bien, il y a des punchs à la fin que je ne te révèle pas. Mais, J'adore. Voilà. Merci. Je te suggère ça. Je suis contente. Continuons sur les goûts de lecture. Oui. Est-ce que tes goûts ont changé avec le temps? Est-ce qu'il y a des choses que tu aimais avant que tu n'aimes plus, ou au contraire, que tu n'aimais pas avant que maintenant tu adores? Oui, surtout au niveau de la poésie. Parce que même si j'ai écrit de la poésie depuis très longtemps, j'en lisais pas nécessairement beaucoup. Puis avec le temps, là, je me suis découvert un amour pour des recueils qui étaient peut-être moins faciles d'approche. Donc, j'ai l'impression que ma lecture, elle s'est améliorée. J'ai grandi, j'ai appris à apprécier les livres de poésie, à lire des livres auxquels j'aurais peut-être pas... en tout cas, au prime abord, j'aurais pas pu me plonger puis en retirer autant de plaisir. Sinon, vu que c'est con, mais vu que j'ai fait mon deck en lettres, puis que j'ai plongé assez tôt dans les grandes œuvres universelles, ben la complexité, mettons, de lecture, je l'ai apprise assez jeune. Là. Quand tu lis Germinal à 17 ans, là, puis que c'est 7 pages pour dire qu'il descend dans un trou de mine, là, tu l'analyses, on dirait qu'après, n'importe quel autre livre qui est un petit peu complexe dans sa façon d'être, tu fais « Ah, ça va! » Donc, peut-être que c'est ça, mais sinon, je pense pas tant, je pense pas. En tout cas, pas vite comme ça, je te dirais que j'ai pas l'impression que, à part pour la poésie, que ça s'est vraiment développé, là. Ben, j'en suis consciente que oui, vraiment, je vais développer mon plaisir de lire, ouais. Je te renvoie la question que tu m'as envoyée. Alors, aurais-tu une suggestion de lecture pour nos auditeurs? Alors, mon Dieu, mais là, les auditeurs, ils viennent de tous les pans. Ils ont des goûts très différents. Alors, qu'est-ce que je pourrais... Ben là, on en a parlé, mais la trajectoire des confettis, qui était mon dernier coup de cœur de roman québécois. Je le conseillerais peut-être pas pour les ados, par contre. Pas pour les ados, non, peut-être pas. Jeunes adultes. OK. Voilà. C'est vraiment pour les jeunes adultes, je pense que c'est un très bon livre. Pour les ados, ben, je vais replonger à... Alors, on parlait de romans historiques. Comme on ne peut pas voyager à cause de la COVID, ben, je vous dirais que la série sur Catherine de Médicis, personnage féminin fort et tout ça, donc c'est Sarah Freeman, je pense. Et le titre exact du livre, parce que c'est plusieurs tomes, ne me revient pas, mais je pense que c'est Catherine de Médicis, le titre. Sinon, il y a la trilogie berlinoise, que j'ai beaucoup aimée aussi. Bon, c'est des romans étrangers, là, mais ce reste des romans qui sont le fun, parce que comme on ne peut pas voyager en ce moment, ça peut être une bonne manière de voyager. Sinon, j'ai lu... Qu'est-ce que j'ai lu dernièrement pour les ados qui pourraient être appropriés, mettons? Ben, Véronique Grenier en poésie, Hiroshima, Carnet, c'est Chez nous, pardon. Hiroshima, Chez nous, ça a été 2 recueils de poésie qui sont superbes à lire aussi. Là, ça se lit vraiment bien, c'est accessible, c'est un bel univers. Donc, oui, je pense que ça serait ça. Ouais, c'est déjà... Ben Voilà. oui, c'est des C'est super déjà belles très bien. suggestions. Ah oui. Ben oui. Voilà. Fait que là, on a beaucoup parlé de Quinca, la lectrice. Mais Quinca, l'artiste, justement, je me demandais, est-ce qu'il y a des personnes en ce moment qui t'inspirent particulièrement? Des artistes, ça peut être des militants, des militantes, ça peut être n'importe quoi, mais qui en ce moment, dans ton travail, t'inspirent? Alors, moi, je suis en train en ce moment de préparer un recueil de poésie. Fait que je suis beaucoup... j'ai été beaucoup dans la lecture puis dans la recherche, justement. J'ai lu le dernier... Ah, ben on parlait de recueil, mais le dernier recueil de Laurie. Je suis pas bonne avec les noms, je m'en veux. Laurie. Ah, Je suis avec toi. Moi aussi, je suis pas bonne avec les noms. Ça, ça, on va tricher, là. Parce que ça passera pas au conseil. Dans la même maison d'édition, je l'adore. Je peux pas me rappeler de son nom. Attends. Alors, je vais faire le...
Non, Laurie pas Bédard? Laurie Bédard. Laurie Bédard était avec Mémoire d'Encrier. C'est Laurie Jean-Louis. Alors, c'est Laurie Jean-Louis qui a sorti un recueil à Mémoire d'Encrier qui s'appelle La femme sans couleur. Magnifique recueil. Alors, en ce moment, je travaille sur mon recueil à moi, tout ça, et je lis beaucoup sur les femmes, sur les femmes racisées. Donc, évidemment, j'ai comme une... J'en consommais déjà avant, mais là, dans les derniers mois, ça a été fait de façon beaucoup plus volontaire, disons. Donc, elle m'inspire beaucoup dans son travail. Bon, évidemment, Joséphine Bacon, Natacha Canapé, c'est des femmes que j'aime, que j'admire beaucoup dans l'écriture et dans leur façon d'être engagées dans leur poésie, mais dans la vie aussi. Elisapie Isaac aussi, que j'aime profondément musicalement. Je trouve qu'elle a une manière de faire de la musique qui lui est propre, puis qui est universelle. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, des fois, on a tendance à catégoriser les gens dans un genre lié à leur culture. Là. Mais pour moi, Elisapie, ça transcende tout. Puis c'est imprégné de ce qu'elle est. Elle s'excuse pas d'être ce qu'elle est, de ses origines sont présentes, mais c'est grand ce qu'elle fait comme musique en dehors de ses origines, malgré qu'elle soit là, que ses origines soient présentes dans son travail. Sinon, aussi étranger, là, j'ai... Peut-être pas pour les jeunes non plus, mais I May Destroy You. Ouais. Ça fitait dans mon travail aussi au niveau des thématiques. Donc, tout ce qui est les femmes, la condition des femmes comme artistes, mais comme être humain, la vulnérabilité, la violence sexuelle faite aux femmes, tout ça, fait que c'est des artistes qui réussissent à faire avancer, pas la cause, mais faire avancer la conscientisation sociale sur ces choses-là, tout en étant excessivement artistiques et fortes dans leurs propositions. Ça reste des œuvres de fiction de grande qualité, mais qui font avancer les choses. Donc, pour moi, ça, c'est des femmes très inspirantes. Puis sinon... Dirais-tu que les artistes ont un devoir de, justement, comme peut-être défendre certaines causes quand on est artiste, est-ce que notre voix doit servir à... Moi, je pense que si tu te poses la question, t'es pas censé le faire. Mm-hmm. C'est pas censé être une question que tu te poses. Ça vient de soi. T'sais, si t'es là, tu dis « Ah, je devrais choisir une cause pour défendre... » C'est wrong. Ouais. T'es pas... Ouais. Je pense que si on te pose la question puis qu'après, tu te reflètes sur ton travail puis tu dis « Hey, c'est vrai que... » on le voit de toute façon dans la qualité du travail qui est présenté. Que c'est des artistes qui... Il faut que ça parte d'une bonne intention. Il faut que tu aies envie de présenter ça. Je pense par exemple à Florence Lompré qui fait M'entends-tu, la série, où là, elle décide de... Tu sais, ça part d'une place sincère et réelle, une connaissance de ce milieu-là, puis un désir vraiment d'être le plus authentique. Et les choix artistiques qui suivent après, les décisions, que ce soit du casting à la réalisation, à OCCT, au texte, tout ça reflète cette importance d'être engagé, puis de prendre conscience. C'est là dans l'œuvre, mais ça reste une œuvre artistique superbe. C'est la même chose pour les romans, de se dire, bon, ben, je vais parler de telle affaire, parler de tel sujet, ben, il faut que ça parte de ce que tu as envie réellement de partager. Donc, et non pas de dire, on va parler de ça parce que c'est ça qu'il faudrait que je fasse en ce moment, je représente ça, mettons. Non, c'est qu'est-ce que tu as à offrir. Que ça vienne de soi, puis que ce soit pas une pression extérieure. Non, c'est ça. De tel sujet. Exactement. Naïm Fontaine qui fait, moi, je vais parler de c'est un peu son histoire, mais en même temps, elle nous raconte une histoire. Ça reste une histoire, mais ça la dépasse, ça fait avancer la réflexion sur les Autochtones, puis sur les Premières Nations, puis notre rapport au peuple des Premières Nations. Mais là, tu en as parlé déjà un peu, je pense. Là, ce que je retiens, c'est à la cause du droit des femmes, peut-être là aussi les femmes racisées, puis là, tu as parlé des Autochtones. Et c'est quoi, justement, si tu aurais à expliciter, là, c'est quoi les causes, les enjeux sociaux vraiment qui t'habitent en ce moment? C'est... L'injustice, encore, et surtout les injustices qui se répètent. Donc, de faire, OK, là, ça... Le fait qu'on soit encore en train de dire à quel point les violences sexuelles sont présentes. Donc, ces causes-là, je fais comme... Mais c'est drôle parce que
Quand je suis partie en résidence d'écriture au début du mois de février, j'avais amené... tu vois, je parle d'un livre que j'ai même pas nommé, que j'ai lu et que j'ai adoré. Et là, ma dyslexie, ma difficulté à nommer les gens va jouer en ma défaveur. Mais c'est Americana de... Ben, j'arriverai pas à prononcer son nom. C'est une artiste nigérienne, une autrice nigérienne. Donc, son roman... Alors, je suis arrivée à ma résidence d'écriture et j'avais son roman, j'avais Americana, j'avais un autre recueil, je crois. Ben, j'avais Laurie Saint-Louis. J'avais... Attends, c'est quoi que j'avais d'autre? J'ai réalisé que tout ce que j'avais amené, c'était des œuvres écrites par des femmes. Mais je l'avais pas fait de façon consciente. Hein? C'est génial. Ouais. Puis le soir, j'ai écouté des films. J'ai écouté le portrait d'une jeune fille en feu. Le lendemain, j'ai écouté Young Woman, Promising Young Woman. Puis après, j'ai fait, mais voyons, j'ai juste regardé des films avec des personnages féminins, mais en plus réalisés par des femmes. Les livres que je lisais étaient toutes des autrices, mais je n'avais vraiment, en toute sincérité, pas fait ce choix-là consciemment. C'était les œuvres qui m'intéressaient au moment où... Puis je me suis dit, à moi-même, je pense que c'est ça, réussir à remettre, à redonner aux femmes leur place dans la culture. C'est quand on fait ces choix-là sans... Parce que pendant des années, je l'ai fait de façon consciente parce que c'était nécessaire. Parce que je me disais, Elkana, on encourage les œuvres faites par les femmes. Parce qu'instinctivement, j'allais vers. Et là, maintenant, on est rendu à l'étape. Et là, c'est là que je pense que la bataille se gagne. C'est que quand tout ce qui m'est offert est déjà tellement bon et ça donne que c'est des femmes qui l'ont fait, là, j'étais comme... Et pour plusieurs, des femmes racisées. Fait que là, j'étais comme, waouh! C'est génial. Ah ouais, donc, je pense que là, pour moi, c'est ça, c'est comme ça qu'on réussit. C'est comme un résultat, dans le fond, c'est ça? Là, tu as vu le résultat à force de... Fait qu'au début, c'est peut-être de faire un effort, justement, pour mettre ces personnes-là de l'avant pour que ça, la roue roule d'elle-même. C'est ça. Ça se fait naturellement. Parce que tout le monde était comme, c'est un superbe film. Puis là, j'ai fait, je l'ai pas vu. Fait que là, je vais écouter ça. Puis donc, je vais regarder ce film-là. Je vais lire Americana. Ça faisait des années que ça faisait quelques années que les gens me disaient, c'est vraiment bon, tout ça. Puis là, j'ai fait, je vais le lire. Donc, ces choix-là qui se retrouvent à être faits sans que j'aie réellement dit, là, faudrait que je... Alors que, c'est ça. Pour moi, c'est la réussite, ouais. Bien, le 8 mars, c'était la Journée internationale des droits des femmes. Oui. Qu'est-ce que ça représente pour toi, cette journée-là, justement, qu'on parle de féminisme et tout ça? Bien, ça représente qu'on a encore besoin de cette journée-là. Puis c'est une manière justement de peut-être comme un moment dans l'année où on fait une réflexion de ce qui s'est passé dans l'année d'avant. Donc peut-être une grande réunion extraordinaire de l'humanité là, pour un CA de l'humanité là, où on s'assoit et on fait bon. Alors, qu'est-ce qui s'est passé cette année? Où est-ce qu'on l'a échappé? Qu'est-ce qui reste à travailler encore? Où? Comment? Pour ceux qui ne seraient pas au courant, ça se passe pas super bien. Donc, voilà. On a juste à regarder les chiffres. Là, je veux dire, les femmes sont les plus grandes victimes de la COVID. Donc, je veux dire, ça, c'est des affaires que... c'est ça. Les chiffres sont là. Donc, il y a toujours un petit... Ouais, pour moi, c'est une journée importante pour faire au cas où. Il y a encore des... La lutte est encore importante pour les droits. Il n'y a rien n'est gagné. Voilà. Fait que je pense qu'elle est importante. Il faut continuer à la garder en mémoire et pour faire avancer les choses, ouais. Mais tu en as parlé un petit peu tantôt, dans le sens que on peut lire, regarder ce que les femmes font, des romans, de la poésie, des films, tout ça. Mais selon toi, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faire avancer encore plus davantage cette cause-là? Bien, je crois que, en tout cas du point de vue peut-être culturel, je crois qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se sont... qui ont été faites, qui au début ont fait grincer bien des dents. Comme par exemple, je pense au cinéma où on a carrément fait, on va faire du quota. Il va y avoir plus d'œuvres féminines, de réalisatrices qui vont être subventionnées. Puis d'assumer l'action. Qu'est-ce que ça fait, ça? Ça fait qu'à un moment donné, on se retrouve avec, au box-office, La déesse des mouches à feu, puis il n'y a personne qui fait « Ah, c'est parce que c'est une femme ». Non, c'est un bon film. Mais pour arriver à ça,
ben on a donné de l'argent à plein d'autres films. L'année passée, Antigone, film est réalisé. Donc, des fois, il faut, comme on disait, il faut se forcer à faire cet effort-là. Ça s'appelle pas des biais cognitifs pour rien. Là. C'est qu'on on prend un chemin, puis on est habitué. S'il y a personne qui fait « ouvre tes œillères, regarde par là », instinctivement, tu vas pas y aller, tu sais. Fait que là, on fait ça, puis là, à un moment donné, fait qu'il faut continuer à faire ça. Il faut continuer à privilégier les œuvres féminines, queer, de femmes racisées. Tu sais, il faut mettre de l'avant toutes ces personnes qui n'ont pas la visibilité que la majorité a. Pas de faire disparaître la majorité, c'est pas ça. C'est juste de donner cette espèce de coup, de coup de main pour les mettre de l'avant. Parce que ce que ça fait, c'est que les meilleurs d'entre tous ces gens auront enfin la visibilité qu'ils méritent pour leur travail, égale aux autres autour d'eux qui sont des représentants de la majorité. C'est juste ça qu'on dit. Puis aussi, quand on se fait raconter des histoires, c'est pas vrai qu'on a besoin que ce soit exactement la même personne que nous qui nous raconte une histoire. C'est pas vrai. J'ai parlé d'Haruki Murakami tantôt. Je dirais, il y aurait rien de plus éloigné dans ce qui je suis que le Japon futuriste, là, tu sais. Je veux dire, c'est pas moi, tu sais, mais j'ai embarqué dans cette histoire-là. J'ai trippé. Tu sais, cet auteur-là m'a fait découvrir des choses auxquelles je n'aurais jamais eu accès si c'était pas cet homme qui s'appelle Haruki Murakami, qui est un auteur japonais. Donc, comme Daniel Laferrière a écrit, je suis un écrivain japonais. Donc oui, j'ai besoin d'embarquer dans des histoires qui sont pas nécessairement un reflet de qui je suis. Sauf que pour pouvoir savoir qui je suis, c'est bien qu'il y ait des histoires qui me représentent aussi. T'sais. Et moi, en tant que femme racisée, ben, c'est bien si j'ai des histoires de femmes racisées aussi, j'en ai autant accès. T'sais. Donc, puis Madame le jeune kid de 14 ans à Bécomo, ben ça se peut que mon histoire à moi l'intéresse aussi, puis qu'il trouve des affaires là-dedans. Puis c'est ça, c'est juste de rendre ça accessible, de le faire de façon volontaire et assumée. Puis à un moment donné, la vague va être bien prise. Une autre thématique que tu abordes aussi dans tes œuvres, c'est l'identité. Ouais. Beaucoup. C'est quoi pour toi l'identité? Ben, elle est multiple. Déjà, moi, c'est sûr que celle que je prône de l'avant, c'est mon identité culturelle, mon identité sexuelle. Donc, le fait que je sois une femme, puis que je sois issue des communautés visibles, comme on dit, mais ma culture tunisienne, ma culture tunisio-québécoise. Donc, pour moi, ça fait partie de mon identité. Ensuite, il y a mon identité, je dirais, culturelle. Tu sais, le fait que je suis quand même quelqu'un qui baigne dans la culture, qui aime les arts, que tout ça, ça fait partie de mon identité aussi. Donc, oui, je ne sais pas pourquoi ça emprunte autant dans mon travail, mais j'ai l'impression que c'est comme un lieu commun. On se questionne tous sur ça, que ce soit... Tu n'as pas besoin d'être un enfant de deuxième génération pour te questionner sur ton identité. Donc, pour moi, c'est comme un middle ground. Tu sais, c'est un endroit un lieu commun où tout le monde peut se rejoindre. Tu sais, puis après, ben, en te parlant des conflits que je ressens par rapport à mon identité ethnique, peut-être que toi, ça va résonner chez toi, juste par rapport à t'habites dans un village, puis tu sais, la famille tu sais, ton rapport avec la grande ville, tu sais, est différent, fait que tu vas comprendre cette affaire-là, tu sais, ou fait qu'il y a des choses qui se rejoignent, fait que c'est pour ça que je pense que j'aime parler de ça. Je pense c'est là que l'humain peut tout le monde se reconnaître. Ce questionnement-là. C'est ça. C'est pas rendu à 17 ans, là. Là, tu sais, t'as ton identité. Dernièrement, là, ça changeait. Là. J'étais comme... ça change, là. Ça évolue. On évolue tout le temps. Ouais. Oui, c'est ça. On évolue tout le temps. Puis comment la société évolue fait qu'on évolue avec elle aussi, tu sais, dans la mesure où... Moi, il y a des questions que je me pose maintenant, aujourd'hui, sur mon identité, que je ne pourrais pas me poser si la société n'était pas où elle était rendue. Parce que là, on nomme des choses auxquelles moi, je ne savais même pas qu'on pouvait nommer. Puis là, je fais « Ah, intéressant, je me suis jamais questionnée là-dessus, tu sais. » J'ai vraiment pris la peine de me questionner? Non. J'avais pris pour acquis que c'était ça, parce que tout le monde autour de moi était comme ça. Ouais. Tu sais, pour moi, ça, c'est hyper enrichissant, parce que là, je fais « Je me regarde différemment. » Et donc, je permets de regarder les autres différemment aussi, tu sais.
puis de faire, ben là, peut-être que l'autre a le plus à m'apprendre que je pensais, puis on a peut-être plus en commun que je pensais aussi, tu sais, donc... je trouve ça vraiment intéressant, ça, oui. Il y a des gens qui se sentent menacés aussi là-dedans. Je pense que c'est ça le problème, des fois. C'est là l'erreur. C'est parce que c'est toujours... Bon, ça, c'est la psychopop de ma maman, là. Mais, tu sais, le verre à moitié vide, le verre à moitié plein, tu sais, pour moi, c'est pas une... Il n'y a pas une... On ne t'enlève pas quelque chose. Quand l'autre prend, il ne t'enlève pas. Tu sais, il faudrait arrêter de penser en mathématiques. Tu sais, de dire, si je te donne de la place, ça m'en enlève. Non, dans l'enrichissement d'un peuple, on ne peut pas appliquer la mathématique de « je te donne, donc tu me prends ». C'est « je te donne, donc nous gagnons ensemble ». Oui, vraiment. Fait que, mais du moment où tu sors pas de cette façon de voir les choses, c'est sûr que tu es tout le temps dans un rapport de menace. Parce que on a toujours plus de privilèges que quelqu'un d'autre. Mais en tendant la main à la personne qui en a moins, on fait juste la monter avec nous. On descend pas. Non. T'sais, du jour où les gens comprennent ça, là, on t'enlève rien. C'est pas parce qu'il y a plus de couleurs dans ta TV qu'il y a moins d'histoires qui te ressemblent. Au contraire. Tu vas réaliser que ces gens-là te ressemblent bien plus que tu pensais parce que leurs histoires sont aussi les tiennes et tu connectes à ces histoires-là. Puis tu vas faire « Ah, ben là... » Oui, moi, on l'avait apporté comme par rapport au resto à Montréal. C'est mon oncle est quand même âgé, puis il me disait si c'était pas de l'immigration, ça ferait dur. Il dit moi, dans les années 60, ça faisait dur les restos à Montréal. Puis il dit maintenant, grâce à ça, ben on a du choix, on a de la diversité, Fait que finalement, Montréal, bon là je parle de Montréal, c'est un peu partout, là, mais tu sais, il disait grâce à ça, ben on mange mieux. Grâce à justement, je pense que ça s'appliquait culturellement aussi. La bouffe, c'est culturel. Mais tu sais, je veux dire, on s'entend-tu que c'est pas parce qu'on mange des choses différentes que la poutine n'existe plus? Non. Au contraire, c'est que maintenant, on a des déclinaisons, tu sais, comme mondiales de la poutine, tu sais. Je veux dire, c'est sûr qu'il existe une poutine à la vermicelle, là, tu sais. Ah oui, hein? Avec du miso. Avec du miso, c'est sûr que quelqu'un a pensé à ça. Fait que, tu sais, pour moi, c'est comme... Tu sais, dans mon recueil, je parle de la baklava au sirop d'érable. Tu sais, ma mère a fait une baklava au sirop d'érable par accident parce qu'elle n'avait pas de miel, puis elle a mis du sirop d'érable. Mais ce que ça fait, le sirop d'érable, par rapport à la baklava normale, avec le miel, pas la baklava normale, la baklava avec le miel, c'est que le miel étant plus lourd, aplatit beaucoup la baklava, c'est très dense. Mais le sirop d'érable, c'est à base d'eau. Donc, ça évapore et ça garde que le sucre dans la feuille de la pâte philo. Fait que la baklava est beaucoup plus légère. Les feuilles se défont presque. Fait que là, je suis comme... En ajoutant du sirop d'érable, en remplaçant le miel par le sirop d'érable, tu as créé une meilleure baklava. Là, il faut faire attention peut-être aux puristes de la baklava qui nous écoutent. Sérieusement, je l'ai fait goûter. Ils sont peut-être fâchés. Non, mais sérieusement, je l'ai fait goûter à des Libanais, à des amis. Puis ils étaient comme... C'est vrai que c'est un autre game. Mais là, on tient quelque chose là, tu sais. Mais pour moi, c'est la meilleure métaphore, c'est de faire en ajoutant quelque chose. Comme je disais, en prenant quelque chose, on n'enlève pas. On a donné à... Tu sais, la pâte filée a fait « Ah, c'est le fun ». Puis là, on découvre autre chose. Ça n'enlève rien à celle du miel si t'as envie d'une grosse baklava là, qui t'arrache là. Elle est bonne. En plus, mais là, t'en découvres une autre. Puis là, t'as comme l'option de, tu sais... Celle au sirop d'érable, tu peux en manger plus que celle avec le miel. C'est ça l'avantage. C'est plus léger. Fait que, tu sais, voilà, tout le monde est content. Mais pour moi, c'est ça. C'est vraiment là, comme... Allons chercher le beau de ça et ne nous sentons pas menacés par l'autre. En parlant de l'autre. Je fais les liens pour vous. Mais non, mais tu fais beaucoup... tu sais, on regardait un peu par rapport à tes spectacles, les recueils que tu as fait. Tu as fait beaucoup de travail, là, tu parlais que tu avais travaillé en résidence aussi. Beaucoup de travail collaboratif. Fait que de la création qui n'est pas nécessairement en solo. Qu'est-ce que ça t'apporte de travailler en équipe? Ben, moi, je viens du milieu du théâtre. Donc, le travail en équipe, c'est la première façon que j'ai commencé. J'ai appris à travailler artistiquement, c'est en équipe, parce que le théâtre, c'est un travail d'équipe. Je suis allée chercher ma solitude en faisant de la performance poétique, où là, j'écris mon texte, je le performe, c'est mes affaires. Puis après, j'ai travaillé avec des musiciens, donc c'est mon projet. Puis je pense qu'en allant travailler en collaboration, pour moi, c'est la manière de trouver le meilleur des deux mondes, donc d'aller chercher ce que j'aime du théâtre, qui est le travail d'équipe, mais aussi ce que j'aime des performances poétiques, où là, c'est moi qui écris. Fait que c'est comme le centre, tu sais, c'est l'endroit... parce que c'est quelque chose que j'aime faire, travailler
avec d'autres, mais c'est sûr qu'il y a un aspect de l'écriture et de la solitude de l'écriture que je chéris énormément, et que j'aime profondément. J'aime ça, être tout seul, perdu dans le bois en train d'écrire, puis m'arracher la tête avec moi-même, là, puis arriver à un poème, puis faire « Oh, c'est tellement bon! » La première chose que je veux faire, c'est appeler quelqu'un pour y lire. Là. Mais sinon, en collaboration, j'ai retrouvé ce plaisir-là, mais ça a pris du temps. Mes premières collaborations à l'écriture, c'est avec Amélie Prévost, avec Folle Ouvrage, qui est quand même un projet que j'ai fait il y a 2 ans. Fait que ça m'a pris 10 ans de performance de Queenka tout seul avant d'avoir envie de collaborer avec d'autres. Puis là, tu parlais de performance poétique. En quoi c'est différent du slam, de la performance? Est-ce que c'est juste un synonyme ou c'est... Alors, le slam, à la base, c'est une compétition de poésie. OK, c'est toujours vraiment, dans un cadre de compétition. C'est censé être ça. OK. C'est censé être ça. La seule affaire, c'est que on a un mot en anglais qui s'appelle spoken word, qui est tout ce qui est performance. Ce que Amanda a fait lors de l'inauguration de Bill Clinton, de Joe Biden. Oui, il y avait un B dans le nom, mais c'était dans le nom de famille, pas dans le prénom. Donc, Amanda, la poétesse américaine qui a présenté son texte poétique là, qui a fait fureur, ça, c'est du spoken word. Okay. C'est la performance poétique. Le slam, c'est tu prends ça, mais tu le mets dans un contexte d'une soirée de poésie qui s'appelle Slam Poetry, qui est un concours de poésie. Okay. Par contre, quand c'est arrivé dans le milieu francophone en France, dans les années 80-90, les tournois de slam, ça fonctionnait, mais les gens ont pris la performance poétique, puis ils ont décidé d'en faire un album, dont un certain Grand Corps Malade. C'est un album de slam. C'est beaucoup plus facile de dire slam comme si tu disais un mot en français que de dire spoken word. Ouais. Ah ouais, Fait que slam est devenu l'équivalent francophone de spoken word. Là, tu parlais que c'était comme une compétition. C'est-tu lié au milieu du hip-hop et des battles, des rap battles, justement? La différence, c'est que, tu vois, on a ce qu'on appelle les rap battles, qui sont ce qu'on connaît avec Eminem, qui est vraiment de l'improvisation, 30 secondes, t'improvises, puis en bataille. T'as les soirées slam où là, ton texte est déjà écrit, t'as 3 minutes devant un public, le public vote. C'est ça. Puis c'est a cappella. Et tu as ce qu'on appelle, qui commence un peu plus à être connu avec La fin des faibles à Télé-Québec, qui s'appelle les End of the Week, qui est des compétitions de MC, où là, chacun compétitionne avec lui-même. Donc, ils ont du temps pour faire un texte a cappella, un texte sur de la musique. Ils doivent improviser sur des objets qui pigent. Puis à la fin, celui qui a eu les meilleures notes gagne cette compétition-là. Fait que tout ça fait partie de la famille des compétitions, disons, de hip-hop. Parce que dans le monde du hip-hop, il y a des compétitions pour toutes les... Tu sais, il y a les dances, là, comme le breakdance, c'est la compétition des danseurs. Ouais. Le slam, puis les rap battles, c'est la compétition des rappeurs. Le End of the Week, c'est les MC. Il y a des compétitions de tag. Fait que, tu sais, c'est comme un univers où t'es meilleur en faisant des compétitions avec les autres. Ouais. Donc, tout ça fait partie de cette famille-là. Le spoken word et le pendant, je te dirais, spectacle, disons, ou performatif, c'est pour ça que je dis performatif, de tout ça. Ça veut dire c'est la création du spectacle. Moi, je fais du spoken word, je fais des performances de poésie. Si je suis pas en compétition, je dis mes poèmes, il y a des musiciens qui m'accompagnent, mais c'est de la poésie qui est performée. Okay. C'est pas une chanson, c'est pas une pièce de théâtre, c'est pas un monologue. C'est la poésie performée. Ça, y a-tu ta recette à toi? Je veux dire, est-ce qu'il y a Queenka puis c'est sa façon de faire ou c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans le fond? Toi, que tu crées ton spectacle au Je crée mon spectacle, mais il y a plein d'artistes. David Goudreau, avec son monologue en ce moment qu'il a fait, c'est un peu ça. Mais lui, c'est presque... Lui, il penche aussi vers la conférence parce qu'il intervient, il parle de son il parle de tout son background de travailleur social, tout ça, tu sais, fait que mais chacun met sa couleur, mais le lien de base est le poème. Après, comment tu le déclines, chacun le fait à sa manière, mais c'est vraiment la base et le poème qui est mis sur scène. Après, comment tu le mets sur scène, c'est propre à chaque artiste. Moi, je le mets sur scène souvent avec de la musique, avec les mêmes musiciens avec qui je travaille, où ils m'accompagnent dans ça. Mais chacun le fait à sa manière, avec ce qu'il a envie. Mais on est plusieurs à faire ça quand même. Beaucoup. Natacha Canapé-Fontaine l'a fait avec Bleu Abricot l'année passée, où elle faisait ça, le recueil de poésie au complet qu'elle présentait sur scène avec un accompagnement musical. Il y avait de la peinture, il y avait de la danse aussi. Donc, chaque artiste
fait vivre sa poésie sur scène. Mais c'est une performance, tu sais. On n'est pas dans la compétition ou dans la... Ouais, mais puis j'imagine que ça va teinter ta façon d'écrire. Si tu le fais, mettons, justement, pour un recueil d'écriture, là, tu dis que tu vas être plus toute seule. Non seulement le processus créatif, mais aussi le résultat, est-ce qu'il va être très différent? Tout à fait. Oui, vraiment. Mais tu sais, moi, tout je parle de l'écriture. De l'écriture, oui, tout ce que je performe comme Queen K, quand je l'écris sous Queen K, c'est très différent que quand j'ai écrit Moi figuier sous la neige avec Elkana. Là, oui. Puis là, ce que je fais en ce moment où je suis en écriture de recueil, là, j'écris vraiment des poèmes qui vont être lus. Après, si je décide de les faire sur scène, ça va être autre chose, mais c'est vraiment une façon de réfléchir qui est complètement différente que quand j'écris en sachant que je monte un show. Ah, mais c'est intéressant. Ça. Ouais. Ben oui, parce que c'est monté pour être dit versus pour être lu. Pour moi, il y a une petite... Après, ça ne veut pas dire que ce qui est lu ne peut pas être dit. Tu sais, je parle pas de comment on transpose l'objet. Je parle de moi en tant qu'écrivaine, en tant qu'autrice, comment je réfléchis à mon écriture en fonction de où elle se retrouve, versus comment quelqu'un va prendre ce que j'écris. Puis, tu sais, quelqu'un pourrait décider de monter mon recueil. Moi-même, je pourrais décider de faire Moi figuer sous la neige en spectacle. Mais là, ça va être Queen K ou Elkana qui fait je prends cette œuvre-là et j'en fais quelque chose de scénique. Mais quand je l'écris pour que ce soit lu, pour que ce soit dans un recueil. Quand tu le fais scénique, là, c'est-tu une question de rythme? C'est-tu une question de son? Oui, une question de rythme, une question de son, une question de... C'est quoi que je veux raconter dans ce spectacle-là? Les textes... mes premiers spectacles, c'était des textes des scènes slam, donc des textes qui duraient en bas de 3 minutes dans une structure très claire, qu'après j'ai pris puis j'ai monté en spectacle. Mon deuxième spectacle, c'était un peu aussi la même chose. Le troisième, je savais que je faisais un spectacle, fait que j'avais un texte de début, un texte de fin, je savais où je voulais mettre les textes. Puis le dernier, ben c'est un long texte, mais... non, il y a 15 textes, mais il n'y a jamais de... On sent jamais que c'est vraiment la fin ou le début du texte. Là, mais ça a été réfléchi. J'ai écrit en pensant à ça. T'sais. Fait que le processus d'écriture est vraiment spécifique à ce que ça va être après, en sachant pourquoi j'écris. Alors qu'en recueil, on est complètement dans une autre façon de réfléchir. L'écriture. Puis si mes spectacles, je les écris avec des musiciens, je travaille avec des musiciens, fait que je les écris, mais je le sais qu'ils sont mis en musique. Ouais. Fait que, tu sais, comme je le dis à haute voix, puis là, je fais, oui, ça marche pas, je réécris, tu sais. Fait que par le temps que je le fais en spectacle, ce que j'ai écrit la première fois, puis comment ça s'est trouvé, ça a changé. Fait que t'es comme toi-même 2 artistes ou plusieurs. Ouais, j'ai une forme de schizophrénie artistique, oui, tout à fait. Ah, mais c'est cool. Puis, ben, tu sais, c'est cool d'avoir le Queen K à aider à ça, j'imagine aussi. Oui, là, c'est ça que tu disais tantôt. Là. On fait un petit retour en arrière. T'avais déjà dit que t'avais découvert le théâtre à 12 ans. Fait que si tu n'avais pas découvert le théâtre à 12 ans, tu serais devenue gardienne de but au hockey. OK. Ça, je trouve ça très cool. Ouais. De un, est-ce que ça occupe encore une place dans ta vie, le sport? Ou là, c'est le théâtre, la poésie, l'a tout emporté, puis le hockey, c'est loin derrière toi? Alors, je te dirais que quand j'ai commencé à faire les scènes slams, qui étaient des soirées de compétition, je crois que ce qui a nourri mon désir se retrouvait dans la compétitrice de hockey en moi. J'aimais ça. J'ai aimé retrouver l'adrénaline de la compé que j'avais quand je faisais du sport, que j'ai perdu par après. Le problème avec la ringuette ou le hockey, parce que moi, j'ai commencé comme joueuse de ringuette. Pourquoi j'ai dit j'aurais fini comme gardienne de but au hockey, c'est qu'il arrive à un certain niveau à l'époque, en tout cas en ringuette, là, où si tu voulais continuer à jouer de façon, tu voulais augmenter ton niveau, fallait que tu switches au hockey. Pour les filles, je pense que c'était peut-être plus difficile parce que ringuette et hockey féminin, c'est pas exactement la même chose. Mais pour les goalers, il y avait beaucoup de goalers qui partaient de la ringuette puis qui allaient au hockey féminin. Fait que ça fait que, à l'âge où j'étais rendue, fait que 12-13 ans, si je voulais continuer là-dedans, parce que j'adorais, il aurait fallu que de un, ça soit la seule chose que je fasse, puis que là, je switch complètement. Mais là, le théâtre est arrivé dans ma vie, puis j'ai trop trippé, fait que c'est con, mais je suis passée d'une équipe à l'autre. J'ai juste changé de temps de glace, c'est bon, tu sais. Mais ça me manque. Mais le problème, c'est que la ringuette ou le hockey, ça coûte cher comme équipement. Oui. Puis, c'est des activités que tu fais dans une ligue, puis il faut que tu sois là à chaque... Tu sais, je veux dire, c'est tout... Je sais pas, je dis n'importe quoi, mais c'est comme le mardi à 16h.
Ben moi, tu sais, je travaille dans les bars, je suis au théâtre, tu sais, je peux pas avoir un horaire de tous les mercredis, je suis là pour l'activité qu'on est censé faire parce qu'il suffit que je sois sur une pièce de théâtre, puis là, les mercredis, je joue. Fait que très dur d'avoir. À un moment donné, à l'âge adulte, j'ai fait je vais aller voir s'il y a une ligue. Puis quelqu'un m'avait dit il y a une ligue de ringuettes. Puis je vais y retourner. Mais là, tu sais, genre 300-400$ d'équipement. Il faut que tu sois là au moins 3-4 fois par semaine. J'ai fait c'est un engagement que je peux pas prendre. Donc, je m'en suis détachée. Est-ce que ça te rend triste? Non, ça n'a pas l'air trop. Pas tant, tu sais, ça me manque, c'est sûr. Tu sais, moi, je rentre dans un aréna, puis je suis plus du monde, là, tu sais. J'écoute une game de hockey, je crie comme si ma vie en dépendait, là. Je suis un pire gérant d'estrade, là, tu sais. Fait que c'est sûr que quand j'arrive là, il y a comme quelque chose qui renaît en moi de tout ça, mais voilà, c'est ça. J'ai changé la glace pour la scène. Y a-tu quelqu'un qui t'a inspiré, justement, ou quand t'as eu... Ben là, t'as pas dit pas que c'était pas un choix de carrière, peut-être, le gardien de but, mais tu sais, au moment où t'as décidé vraiment là, de poursuivre une carrière ou de te lancer, tu sais, justement, qu'est-ce qui t'a convaincu que c'était une bonne décision puis d'aller de l'avant ou ça peut être... Ben honnêtement, quand c'est arrivé à 12 ans, là, j'ai vraiment changé. Quand je dis j'ai changé d'équipe, là, c'est ça. Là, tu sais, j'aimais bien ça, la ringuette, mais là, je rentrais dans... Tu sais, j'ai rencontré Josée, qui était ma première prof de théâtre. Puis, tu sais, j'aimais la gang, j'aimais ça. J'avais l'impression que, tu sais, j'avais ma place, puis c'était les mêmes heures. Puis Josée a clairement fait de la manipulation émotive en me disant, en tout cas, vraiment, nous autres, on t'aime beaucoup, nanana. Puis là, tu sais, moi, la fille qui veut faire de la peine à personne, j'ai fait, OK, on va rester ici. Fait que j'ai juste remplacé cette famille-là par la famille de la scène puis du théâtre, puis j'ai joué, mais différemment. Fait que j'ai pas réfléchi, mettons, à ce que ce soit une carrière. Pour moi, c'était une activité que je faisais 2 fois par semaine que j'aimais beaucoup, puis c'est devenu le théâtre, tu sais. Fait que c'est vraiment plus tard que j'ai pris la décision de faire ça dans ma vie. Fait que ouais, sur le coup, c'était juste mon activité parascolaire de prédilection. Fallait que j'en choisisse une, puis j'ai choisi le théâtre. Fait que là, on a parlé de ta carrière de gardienne de but, de ringuette, J'adore, poétesse, d'autrice. Mais on n'a pas parlé de ta carrière de comédienne encore. Ben, quoi qu'il y ait de la performance sur scène, mais je dirais que c'est pas la même chose. Nope. Est-ce qu'il y a des projets sur lesquels tu as travaillé qui t'ont particulièrement fait vibrer? Puis dont tu aimerais parler? Tu sais, comme le travail de comédienne là-dedans, c'est quelle place ça occupe? Ah, mon Dieu. Ben, ça occupe une place de plus en plus grande, assez ironiquement. Oui, il a fallu que Queenca prenne beaucoup de place pour que la comédienne Elkana retrouve de la place, parce que quand j'ai commencé à faire de la poésie performative puis du slam, je jouais pas tant. J'avais mes projets avec ma compagnie, avec ma cousine et ma sœur. On faisait des trucs, mais j'étais pas, c'était pas ça qui me faisait gagner ma vie. Là. Je travaillais dans les bars, puis c'était ça, là, mon salaire principal. Puis là, Queenca a pris de la place, puis c'est ça qui est devenu mon projet artistique. Mais la comédienne est comme retontie après, là. Dont un projet artistique que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié. Comme comédienne, ouais. C'est 2 avec Jean-Marc Dalpé, c'est une pièce de théâtre avec une création de la vieille 17 et du théâtre du Nouvel-Ontario. Donc là, j'avais un personnage, Jean-Marc Dalpé, j'ai rencontré, j'avais fait une audition de théâtre, puis c'était vraiment le fun. Puis ça a été un show qu'on a tourné pendant 3 ans à peu près, où là, je jouais un personnage. Et ça m'a permis... Quand même, hein? Ouais, c'est ça, 3 ans. Puis on est parti pas mal partout au Canada. On a joué vraiment beaucoup, ce spectacle-là. Une belle tournée pour un show de théâtre. Puis évidemment, super rencontre avec Jean-Marc Dalpé, Geneviève Pinault qui était à la mise en scène. Fait que là, la comédienne est revenue, mettons. Parce que là, c'était pas un projet que moi, je faisais. Puis jouer un rôle. Puis ça m'a amené après à jouer dans 3... C'est drôle parce que c'est des chiffres aussi, là, mais c'est pas le même show. Mais 3 de Mani Soleil Manlou. Oui. Où là, je jouais un Elkana Talbi, mais on était 40 comédiens. Puis donc, pour moi, ça, c'est sûr que c'est un projet qui a pris beaucoup d'importance aussi parce qu'on l'a joué 2 ans de suite au FTA et ensuite on l'a rejoué au Théâtre d'aujourd'hui. Puis en plus, j'ai fait partie de la production en France 2 ans après, donc je l'ai joué avec des acteurs français. T'sais, j'ai eu la chance de jouer à Chaillot, là. Je veux dire, je prenais mon petit café à 6 €, c'était tellement cher.
Mais j'étais là, il faut que je le fasse. Je prenais mon petit café crème, puis j'avais la Tour Eiffel devant moi, puis j'étais comme, je vais aller au théâtre. Puis là, je rentrais à Chaillot, là, tu sais, fait que j'étais comme, oh mon Dieu, la comédienne en moi en ce moment, ça pue plus. Fait que, ça, c'est quand même des projets qui sont assez marquants. Et là, c'est la comédienne télé aussi. Là, j'ai la chance de jouer à la télé. Et donc, là, en ce moment, je suis sur un projet qui s'appelle Les Mutants. Donc, les jeunes qui écoutent, je pense qu'ils écoutent ça. Là, c'est pour les jeunes. Et je joue un personnage qui s'appelle Dahlia Laverdure, une agronome. Beau personnage, des beaux textes. Puis je suis très, très fière. Je ne veux pas voler de punch parce que la saison 2 arrive au mois de septembre, là, fin août, début septembre. La saison 1 est sortie l'année passée. Puis mon personnage arrive à la fin de la saison 1. Fait qu'on va la découvrir beaucoup plus dans la saison 2. Puis ce qui arrive à mon personnage, ce qu'elle fait, son rôle, son identité... Tout ça me rend excessivement fière. Tu sais, quand on parlait tout à l'heure de représentativité, de personnages, tu sais, ça, je le vois là, de plus en plus. Tu sais, j'avais fait une série avec Claude Legault où le personnage était s'appelait Kalila, tu sais, donc c'était une deuxième génération comme moi, mais on mentionnait pas, c'était pas ça son intrigue, c'était pas ça son histoire, tu sais, donc je me disais, si j'avais été jeune puis j'avais vu ça, une policière qui s'appelle comme Kalila, puis moi je m'appelle Elkana, j'aurais fait, un peu comme Jasmine dans le temps, où tu sais, tu fais, c'est possible d'être autre chose que la femme voilée, battue, ou juste la fille qui passe 2 secondes dans la télé, tu sais, ou des personnages forts, féminins forts, issus de la diversité. Puis là, il y en a de plus en plus. On écoute la télé en ce moment, il y en a dans de plus en plus de séries. Fait que pour moi, d'arriver à avoir des personnages qui sont forts et issus de la diversité, ça me touche beaucoup parce que je fais comme des projets que la comédienne est fière de. Puis on vient souvent me chercher pour ces projets-là, fait que c'est encore plus touchant que les gens ils se disent je veux travailler avec elle, tu sais. Fait que là, c'est gratifiant, beaucoup, beaucoup. Fait que je suis. Ça fait-tu longtemps que t'es comédienne? En fait, je me demande, tu sais, ça a-tu évolué, justement? Est-ce que tu sens qu'il y a un changement, justement, à ce niveau-là? Quand on parle de la TV, par exemple? Oui, vraiment, vraiment beaucoup, tu sais. Moi, je suis sortie de l'école de théâtre avant de faire les scènes de slam. Là. Moi, j'ai fini l'école en 2003. OK. Ça va faire bientôt 20 ans que j'ai fini l'école. Fait que, tu sais, moi, j'ai étudié en anglais parce que j'avais envie de le faire en anglais. Puis au départ, je pensais partir parce que je savais que les personnages ethniques avaient beaucoup plus de présence à la télé anglaise, canadienne ou américaine, parce que je pensais partir même aux États-Unis à l'époque. Là. Je me suis dit, je veux jouer. Puis finalement, la vie a fait que je suis restée ici, que les premiers projets étaient en français, puis là, le slam est arrivé, puis là, je me suis dit, je vais prendre ce chemin-là, tu sais. Fait que j'ai l'impression d'avoir fait mon chemin assez longtemps dans d'autres choses, tout en étant comédienne à temps partiel toutes ces années-là, mettons, pour que là, j'arrive, puis on est à l'époque où, oui, il y a un changement, oui, les rôles sont présents, oui, on parlait de choix tout à l'heure, de faire des choix, puis des fois, oui, il y a des gens qui font... qui se sentent obligés de faire ce choix-là, puis sont un peu rébarbatifs. Mais en même temps, ça fait qu'on est de plus en plus à travailler, à s'améliorer, à être bon. Tu sais, on est bon, mais tu sais, on le sait, là, plus tu travailles à meilleure t'es dans peu importe ce que tu fais. Tu sais. Fait que plus on voit de personnages issus de la diversité, plus ces acteurs-là travaillent, plus ils travaillent meilleur. Tu sais, comme il y a comme ça fait boule de neige, puis ça fait en sorte que les jeunes qui regardent se disent « c'est un métier, c'est quelque chose que je peux faire. J'ai ma place dans ce milieu-là. J'ai envie de raconter des histoires qui parlent de moi, qui parlent de ma communauté. » Il y a ça aussi. Puis là, ils vont aller chercher des acteurs qui représentent ces communautés-là. Donc, tu sais, on le voit avec la télé américaine, là, tu sais, les séries télé. Moi, j'adore regarder qui a écrit quoi. Tu sais, après, je vois les noms réalisés par, puis je suis comme, puis là, je vois que finalement, je fais, oui, tu sais, si tu as des gens qui écrivent et qui réalisent, qui ont d'autres histoires à raconter que celles de la majorité, ça fait de la bonne télé, là, tu sais. Fait que... Mais c'est ça, j'entendais, je me souviens plus où, mais c'est ça qu'il disait de, tu sais, comme, oui, OK, engager des acteurs pour un second rôle, qu'on est comme le pion, le token qui appelle issu de la diversité. Ouais. Mais après ça, je me souviens plus c'était qui, je sais pas, mais qui disait, mais non, mais donner des rôles de réalisateur aussi à des personnes, donner des rôles de, tu sais, de pas juste l'acteur qui apparaît 2 minutes, puis on est comme, OK, on a une diversité dans notre... On a checké, c'est ça. Non, tu sais, fait en tant que créateur aussi, producteur même, tu sais, que les gens aillent produire des films. Tout à fait. Tout à fait. Mais je sens que ça se passe. Je sens que ça se passe. Puis c'est parce qu'aussi, il faut qu'on engage un élément
en partant. Tu sais, si mettons, on engage un auteur issu de la diversité avec d'autres auteurs, à un moment donné, quand les gens vont se mettre à parler de réalisation puis tout ça, ou d'acteurs, cette personne-là va peut-être amener des noms à la table auxquels les autres n'auraient pas pensé. C'est ça l'effet boule de neige, tu sais. Ouais. Moi, quand on me demande de faire partie d'un projet, je suis pas conne, là. Tu sais, des fois, je fais... Ça sent le token, tu sais, ça sent la petite case. Mais après, c'est qu'est-ce que moi je fais avec cette petite case-là? Tu sais, si moi, quand je suis sur ce projet-là, j'amène des gens, je pose des questions, je confronte les gens qui sont dans la zone décisionnelle avec « Avez-vous pensé à ça? Ouais, mais ça, non, non. » Puis que les gens font, au lieu de se faire prendre plus tard par les médias qui font « Ouais, vous êtes passé à côté », bien moi, je suis déjà dans la boîte. Comme on l'a vu une couple de fois. Je n'aimerais rien. Non, c'est ça. Mais tu sais, je suis dans la boîte, fait que là, je peux faire telle personne, puis des fois, ils font « Ah, c'est vrai, je la connais pas. Ah, je connais pas. » Je vais citer Mani Soleimanlou, parce que j'ai vu un truc à la télé il y a pas longtemps avec lui, où il disait que quand il avait fait 3, les gens, il y a beaucoup de gens du milieu qui étaient venus le voir, puis il disait « Mais t'es trouvé où, tous ces acteurs-là? » Puis là, il a fait « Ben, c'est des acteurs qui sortent d'école de théâtre, là, c'est des professionnels. » Je les ai trouvés. Tu sais, fait que des fois, quand tu viens quand tu as un autre background, quand tu connais autre chose, tu viens d'une autre communauté, d'un autre milieu, tu vas apporter à ce projet-là des idées, des gens, des noms auxquels eux n'auraient pas pensé. Puis c'est normal, on ne connaît pas tout le monde, on n'a pas travaillé avec tout le monde. Même moi, il y a du monde des acteurs, là, j'ai vu le nom d'une actrice sur toi, puis je suis comme, c'est qui elle? Comment ça, je la connais pas? Tu sais, ça arrive, là, c'est pas... Fait que, pour moi, c'est ça, être brillant puis dire, mais c'est vrai que des fois, je fais, ils l'ont fait parce qu'il n'y avait pas le choix. Après, c'est qu'est-ce que moi, je fais avec ça? Ouais. Je suis très emballée par ça. Mais c'est très optimiste, je trouve, comme façon de le voir. Je trouve ça cool. Oui, mais il faut. C'est encore mon côté psychopathe de le verre à moitié plein. Tu sais, je fais, oui, OK, c'est vrai, vous m'avez amené ici parce que vous avez une coche à rayer. Bon, parfait. Moi, à partir de là, qu'est-ce que je fais? Comment je peux faire en sorte que virer ça de bord? Mettre ça à mon avantage, à l'avantage de ma communauté, des acteurs que je connais, qui travaillent moins, qui sont là, qui sont talentueux. Comment je peux mettre ça à l'avantage? Vous allez bien paraître, puis moi, je vais avoir fait de quoi de le fun, tu sais. Fait que... Alors, tu as parlé des séries de fiction que tu as fait, mais tu as aussi participé à des séries documentaires ou sur l'actualité, là, avec Radio-Canada, Télé-Québec. Par exemple, tu as fait le balado Par hasard, la science. Tu as participé à L'heure est grave aussi. C'était quoi ton rôle dans ces projets-là? Alors, pour Par hasard, la science, ça, c'est des... Tu sais, quand je parlais tantôt, les gens viennent te chercher parce qu'ils ont envie de travailler avec toi. Ça, c'en est un. Alors, Jérôme Leclerc, qui est le réalisateur de cette balado, de ce balado. Oui, c'est mélangeant. Voilà, c'est un balado, une balado-diffusion. Ouais. Alors, Jérôme Leclerc, qui est le réalisateur de ce balado, m'a contacté parce qu'il voulait une voix qui serait la narratrice, disons, de ces histoires qui sont des découvertes qui se sont faites par hasard. Donc, on a découvert des choses, mais par hasard. Donc, de là, par hasard, la science. Et il m'a dit, nous, on fait la recherche, tout ça. Parce que moi, j'ai fait, mon Dieu, je ne me connais pas là-dedans. Il fait, non, tu vas juste le dire. Mais on veut, tu sais, c'est ta voix que je veux ton sourire dans ta voix, tout ça. Puis, mais comme vous avez pu le remarquer quand je suis arrivée tantôt, je suis excessivement curieuse et enthousiaste dans la vie. Fait que là, évidemment, moi, ça m'a super allumée. Là. J'ai comme découvert plein d'affaires que je connaissais pas. Et donc, on a eu le plaisir de faire le balado qui a bien fonctionné. Alors, je suis très contente. Donc, ça a été mon rôle de narratrice, disons. C'était ça mon travail pour le balado. Et L'heure est grave. Alors là, ça aussi, là, tu sais, ils ont envie de travailler avec moi, me donnent plus ou moins carte blanche en disant à chaque émission, il y a un segment où les gens viennent présenter des performances. Moi, venant du milieu de la poésie, ils m'ont demandé si je voulais faire des slams, donc des textes poétiques percutants sur l'actualité. Alors, à chaque fois que j'étais invitée, je présentais un texte. Il y a une fois où ça a été fait à l'extérieur avec des images. Un autre, c'était plus un sketch sur les câlins. Des fois, c'était devant le public, perfo direct. Là. Donc, ça a été exceptionnel parce que j'ai travaillé des poèmes pour faire ça à heure de grande écoute là, pour la télé. Donc, c'était une façon de démocratiser, disons, la performance poétique. Alors, où là, c'est un peu de Queen Cup et un peu d'Elkana qui sont mis à l'honneur pour ces projets-là, oui. Dans ces projets-là, on voit un peu le lien entre l'art, mais aussi l'information, l'actualité, tout ça. Toi, c'est quoi les liens que tu vois? En quoi l'un peut servir l'autre, etc.?
Ben pour moi, ces liens-là sont essentiels dans la mesure où c'est pas parce que, comme je disais tantôt, j'aime bien lire des romans historiques, fait que j'aime bien apprendre et me faire raconter des histoires. Alors, je pense que des projets comme ça permettent justement de générer ça ensemble. Puis un n'annule pas l'autre, au contraire. Pour moi, ça va de soi. T'sais. Je le fais peut-être pas nécessairement dans ma pratique personnelle, d'écrire des poèmes qui sont... des poèmes qui vont être, disons, informatifs. Mais dans le contexte comme ça, quand on me le demande, je trouve que c'est quelque chose qui se fait et qui est pratique et qui est le fun. Ça permet de diversifier, disons, la proposition. Ouais. Puis, par exemple, là, s'il y a des adolescentes, des adolescents ou peu importe, là, qui nous écoutent puis qui ont envie d'être poète, d'être autrice, d'être... Acheter des actions à la bourse tout de suite pour faire un petit fonds de pension, c'est pas très payant. Donc, premier conseil. Est-ce que tu aurais d'autres conseils à leur donner? À vrai dire, j'ai dit ça, mais c'est pas vrai dans la mesure où c'est sûr que, tu sais, mettons, moi, je suis l'exemple même de la fille qui a pris pour acquis que ça allait jamais être payant, puis qui a fait en sorte de pas avoir à penser à ça financièrement. Puis finalement, je gagne ma vie avec ça. Ce que je veux dire, c'est que quand je suis sortie de l'école de théâtre, j'ai fait quel job que je peux faire qui va me permettre de pouvoir dire oui à des projets artistiques sans avoir la peur de mourir de faim, puis sans avoir à choisir un plan B qui va devenir finalement le plan A parce que tu mets tellement de temps dedans que ton plan A est plus ton plan A, puis ton plan B devient ton plan A. Ben, tu sais, j'ai fait, OK, tu sais, qu'est-ce que tu peux faire qui est légal? Qui prend pas beaucoup d'heures puis qui est quand même payant, ben, tu sais, on va se le dire, reste au bar. Fait que, tu sais, j'ai travaillé là-dedans. Je me souviens, des fois, je fermais le bar à 3 heures du matin puis je faisais un projet de théâtre où c'était croissant et théâtre. Fait que j'étais debout 4 heures après pour performer. Mais, tu sais, c'était ça, là, tu sais. Fait que j'ai fait ces choix-là puis aussitôt que j'ai commencé à faire de la performance poétique, moi, j'adore transmettre mes connaissances. Fait que j'ai fait du théâtre, mais j'ai aussi enseigné un peu le théâtre. Fait que j'ai fait des ateliers, tu sais. Je fais, ben là, ça me permet de faire de la scène, mais en même temps, je fais des ateliers, fait que je gagne ma vie. Fait que je te dirais que c'est sûr que le fait d'être flexible, tu sais, j'ai fait la mascotte au coin de la rue, j'en ai fait des job-ins pour réussir à faire ça. Fait que si c'est pas le cliché de si t'es passionné, tu vas réussir, c'est surtout si tu considères que t'as la force de tenir le coup, puis de travailler longtemps, ben go. Moi, j'en suis pour la persévérance. Je crois à l'histoire de la tortue et du lièvre. Moi, je suis la tortue. J'avance lentement. Ben oui, parce qu'à un moment donné, je faisais la blague avec des amis l'autre fois. J'étais comme, à un moment donné, moi, je suis là, je persiste. Ça fait 20 ans, je fais ça. À un moment donné, là, le monde sont comme, hey, t'es encore là, elle? Bon, ben, on va l'engager. Il y a comme une affaire où je suis là. Je fais mes affaires, puis je suis là, puis je fais mon petit chemin. Puis, il y a des jours où, quand je déprime vraiment fort, je regarde mon CV, puis je fais, j'en ai fait des affaires, c'est correct, Fait que je dirais que oui, c'est ça, d'avoir de la patience, puis quand on est là pour les bonnes raisons, puis mais c'est possible. Après, tu fais ce que tu veux avec ce métier-là, tu le crées à ta façon. Moi, ce métier de poète, là, si tu m'avais dit ça quand j'avais 17 ans, je t'aurais jamais dit que c'est ça que je ferais dans ma vie, là. C'était pas ça. Je m'enlignais pas pour ça, là. Mais zéro, là. Fait que, j'avais fait des chroniques à Bulldog Bazar quand j'avais 13 ans, là, j'étais comme, ouais, fait que là, j'étais là, je vais faire de la télé, j'aimais ça, mais je pensais faire des chroniques, là, je pensais pas jouer, je pensais pas écrire, encore moins, là, je veux dire, l'écriture poétique, c'est l'affaire qui est arrivée que je m'attendais pas. Donc, je dirais, faites vos choses, laissez-vous surprendre par la vie. Les détours, des fois, c'est pas des détours, c'est le chemin, Fait que, c'est ça. Je sais pas si c'est un bon conseil, mais bon, voilà. Moi, je trouve que c'est un bon conseil. Moi aussi. D'accord. Donc là, si on veut te retrouver, si on veut suivre ton travail, si on veut acheter tes livres, tes disques, les spectacles, j'imagine qu'on le sait en ce moment. Écoute, je vais monter sur scène le 31 mars. Oh mon Dieu! À Sherbrooke avec Amélie Prévost pour un spectacle de poésie. Faut vous croire. C'est une belle nouvelle. C'est génial, ça!
Avec la journée de printemps qu'on a aujourd'hui, puis ça... C'est l'espoir renaît. C'est l'espoir renaît. L'espoir renaît. Donc, pour les livres, alors, moi, Figuier sous la neige est disponible à la bibliothèque si vous voulez l'emprunter. Sinon, vous pouvez l'acheter dans les librairies indépendantes. Je crois qu'il est disponible aussi via Internet et tout ça. Donc, pour ce livre-là. Pour ce qui est de la musique, Bandcamp, iTunes, Spotify, Queenca, vous allez trouver. Ouais. Donc, c'est disponible. Si vous êtes des amateurs de vinyle, vous pouvez me contacter via mon site web. J'en ai quelques copies. Donc, voilà. Puis sinon, oui, queencapoesie.com, c'est mon site. Puis les nouvelles, que ce soit au niveau de la comédienne et de la poète, tout est là. Donc, projet théâtre, projet télé, tout ça. Puis on va mettre les liens aussi dans la description de l'épisode, Oui, quand les gens vont aller l'écouter, Voilà. pour pouvoir te retrouver. Mais je veux te dire un gros merci. Super généreux de ta part. C'était super intéressant. Je suis bien contente. Merci beaucoup. Merci à vous. Puis je vais aller chercher les fils. Les filles. Les filles de l'allemand. Ouais. Je m'en vais faire ça, là, m'acheter des livres parce que clairement, j'ai une obsession pour l'achat de livres. Merci beaucoup à vous. Merci. Merci. OK, bye-bye tout le monde. Bye. Le Square est un espace de création numérique pour les adolescents du Québec de 13 à 17 ans. Nous avons à votre disposition du matériel de création numérique et du personnel qui peuvent vous aider dans votre cheminement artistique et technologique. Je tiens à vous rappeler que vous pouvez utiliser notre espace physique à la Grande Bibliothèque et nos ressources en ligne au square.bnq.qc.ca. Vous pouvez nous contacter par courriel, Facebook et Instagram. Il nous fera plaisir de répondre à vos questions. Toutes nos informations se retrouvent sur notre site web. Merci et à la prochaine!